Vous le savez, hein, la loi de transition énergétique, elle a à la fois fixé un certain nombre d'objectifs, on en a rebattu. Si on regarde ces objectifs, il y a une chose qui est importante, j'y reviendrai à la fin, c'est que finalement, on a deux grands objectifs à 2050 qui donnent un peu une forme de transition, et on a surtout toute une panoplie d'objectifs très précis qui sont à l'horizon 2030. Et c'est important, j'y reviendrai, parce que la PPE qu'on va adopter bientôt, son horizon c'est 2028. Et je vais revenir là-dessus dans le cadre de la question du pilotage d'une transition, parce qu'une transition énergétique aujourd'hui, finalement, c'est une grande expérimentation grandeur nature. Et donc je pense que les questions de savoir comment on pilote cette transition sont extrêmement importantes, plus que simplement les chiffres qu'on peut mettre dans un tableau. La deuxième chose, c'est que donc la PPE, elle a prévu un certain nombre d'instruments. La loi de transition énergétique a prévu un certain nombre d'instruments pour essayer de piloter ces transitions. Vous savez qu'il y en a deux, notamment importants. Un qui est la SNBC, qui fixe des budgets carbone et qui fixe des stratégies à 15 ans, qui est révisable tous les 5 ans. Et puis la PPE qui fait un focus sur le secteur de l'énergie et qui, elle, fixe non plus une stratégie, mais vraiment une programmation beaucoup plus quantitative sur 10 ans, révisable tous les 5 ans aussi, donc la deuxième période étant révisable. Et on est bien dans cette phase aujourd'hui de réviser à la fois la SNBC et la PPE, puisque la période était un petit peu courte. Alors dans quel contexte on est ? On est dans un contexte, vous le savez tous, d'un côté, quand on regarde où on est la transition en France aujourd'hui. On va d'ailleurs publier la semaine prochaine une étude à l'IDRI sur un peu plus précis que ce que je peux vous raconter ce matin. Enfin, je pourrais vous donner des éléments sur un peu la cartographie de cette transition aujourd'hui en France. Et clairement, on n'est pas vraiment dans les clous de la transition telle qu'elle a été dessinée par la PPE et la CNBC. On sait qu'on est, en termes de budget carbone, on est au-delà. Mais plus que simplement les quelques pourcents au-delà du budget carbone, nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure de cette transition. Est-ce que les changements attendus sont en train de se faire ? Et sur pas mal de secteurs, les changements ne sont pas là, avec deux secteurs extrêmement problématiques en termes de chiffres, je dirais, que sont le bâtiment et les transports. Donc sûrement, on reparlera pas mal de ces secteurs-là. Et un secteur qui est dans les clous, mais pour les mauvaises raisons, c'est l'industrie. Enfin, mais l'industrie est dans les clous parce que, vous savez tous pourquoi, c'est pas pour des raisons d'amélioration de l'efficacité. Donc c'est bien sûr une question. Et puis dans le même temps, on est en train d'adopter une nouvelle vision à long terme, qui est cette question de neutralité. Alors vous savez que le nouveau rapport de l'IPCC, du GIEC, a été publié lundi, et je pense que ce nouvel objectif que la France se donne, la France qui est l'endroit où on a négocié l'accord de Paris, est un objectif qui est à la fois légitime, qui fait sens par rapport à ce qu'on a négocié à Paris, évidemment, rechercher cette neutralité. Alors 2050, c'est un horizon, il ne faut peut-être pas se dire c'est l'année 2050, c'est loin de nous, mais il faut se donner un horizon pour penser la neutralité. Et penser la neutralité dans le cadre de la France, c'est assez intéressant parce que finalement, on a un territoire qui présente des équilibres qui sont assez similaires aux équilibres planétaires. Donc ça fait sens de réfléchir un peu cette neutralité sur la base de nos ressources françaises, même s'il ne faut pas imaginer qu'un monde de neutralité, c'est un monde sans échange. Donc il y aura des échanges et forcément des spécialisations industrielles ou agricoles, etc. Mais quand on regarde la question de la neutralité en France, équilibrer les émissions et les possibilités de capture, il faut partir de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de capture. Et quand on regarde la situation en termes de capture, on a des capacités qui sont finalement de l'ordre de 60-70 millions de tonnes, qui sont aujourd'hui beaucoup dans la forêt. Mais cette forêt va avoir sa capacité décroître à la fin du siècle. Et en face de ça, on a un grand potentiel qui est la question des sols agricoles, sur lesquels, pour d'autres raisons, on a aussi un travail à faire, pour des raisons simplement agricoles, de maintien des sols, pour des raisons de biodiversité, etc. On a besoin d'une transformation de ce secteur agricole. Mais une des conséquences, un des avantages possibles de cette transformation, c'est que les sols agricoles deviennent à nouveau un puits de carbone et contribuent en gros à ce que la forêt ne sera plus capable de faire, c'est les sols agricoles qui pourraient le faire. Néanmoins, ça nous donne un bilan qui est de 70-80 millions de tonnes. On peut ajouter à ça éventuellement un peu de capture et de stockage, ne serait-ce que pour l'industrie, parce qu'on n'a pas forcément de solution sur les questions des process industriels, sur le ciment, sur l'acier, etc. Et la capture peut être une bonne solution de ce point de vue-là, sans parler de solutions futuristes ensuite de capture dans l'air, etc. Mais même à cet horizon, ça peut être utile. Et en face de ça, on a des émissions, de notre système agricole. La France est un grand pays agricole. On peut certainement les améliorer, évidemment. Il y a des gains possibles, mais même quand on regarde les gains possibles, émissions de méthane, émissions liées aux engrais azotés, etc., ça fait pratiquement autant que ce que l'on est capable de capter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça nous donne un horizon quand même sur le secteur énergétique, une fois qu'on a enlevé les process industriels, qui est proche de zéro émission en 2050.
Alors, ça nous interroge, je pense, de deux façons. La première, c'est que par rapport à ce que je disais avant, on se dit oui, on n'est pas sur la voie et maintenant on nous demande d'en faire plus. Donc il y a une première réponse qui est de dire simplement il faut tout accélérer. Il y a une deuxième réponse qui est de dire ça change structurellement un certain nombre de façons dont on se représente la transition. Je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des fausses solutions entre guillemets de transition aujourd'hui qui ne nous permettront pas d'atteindre une transition à 2050. Et donc ça peut changer assez structurellement les choix qu'on peut faire sur les bons vecteurs, les bons choix pour les transports, etc. En se donnant, en se créant progressivement une vision de qu'est-ce que c'est qu'un secteur des transports décarbonés, qu'est-ce que c'est qu'un secteur du bâtiment décarboné. Et ça, finalement, c'est une bonne nouvelle de plusieurs points de vue dans le pilotage de la transition, je pense. Bien sûr, le chemin est plus difficile, mais ça permet beaucoup mieux d'articuler une vision d'État, un peu macroéconomique, avec des grands objectifs, avec la façon dont une entreprise peut piloter sa transition. Parce que si je vous dis qu'il faut baisser de 47% les émissions d'ici 2040, ça ne dit pas grand-chose. Si je vous dis, voilà, il faut aller vers telle forme d'organisation du secteur des transports, tel rôle du véhicule électrique, etc., chacun peut se positionner là-dedans. Et même chose au niveau des relais territoriaux qui sont extrêmement importants, ou des initiatives d'ailleurs territoriales, c'est pas forcément des relais, mais du rôle des collectivités locales, des villes, etc., qui peuvent s'inscrire dans cette vision de neutralité et dessiner leur propre chemin en fonction de spécificités. La Bourgogne, c'est pas la même chose que la région Rhône-Alpes, etc. Et donc on a là un outil de pilotage, à mon avis, qui est beaucoup plus efficace. Alors, par rapport à la question de la transition, cet équilibre-là, si on regarde les chiffres qui sont aujourd'hui présentés par la DGEC et qui, du coup, deviennent des chiffres, théoriquement, enfin, en tout cas, une vision de référence pour la prochaine PPE, qu'est-ce que c'est qu'un système énergétique décarboné à 2050 ? Ça reste quand même un système énergétique dans lequel on réduit beaucoup la consommation d'énergie, dans la vision qui est présentée. Je sais que c'est un débat ici. Moi, je pense, et on pourra y revenir, que... en gros, la vision qui est présentée, c'est 90 millions de TEP. Vous regardez les scénarios de l'ADEME, c'est plutôt 80, ou mégawatts, ça serait 70. Je pense que la question, elle n'est pas là parce que le réseau est relativement loin. Mais en tout cas, la question de savoir si on est dans un système où la consommation d'énergie va plutôt croître avec le développement ou peut décroître est une question extrêmement importante. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons aujourd'hui, ne serait-ce que pour réfléchir à cet équilibre futur, mais aussi sur les potentiels qu'on a, pour considérer que ça reste un pilier essentiel de la transition. On pourra en reparler. Et bien sûr, c'est pas un pilier facile. C'est même un pilier qui marche pas. Je pense que ça peut décroître, et on pourra revenir sur cette question, évidemment, parce que c'est une question compliquée, mais je pense que la question des intensités n'est pas un bon guide de la pensée. Alors, il y a est-ce qu'on pense que ça peut, et puis il y a la question est-ce qu'on pense qu'on peut le faire. Et est-ce qu'on pense qu'on peut le faire ? Évidemment, c'est s'attaquer à toute cette question très diffuse des consommations dans les entreprises, chez les particuliers, etc. Parce qu'il ne suffit pas de dire sur le papier on peut, mais on n'est pas capable de le faire. Et là, il y a une deuxième raison pour laquelle on ne peut pas renoncer à cet obstacle-là ou à cette difficulté-là. C'est qu'une deuxième dimension essentielle de la transition, ça ne vous a pas échappé ici, c'est qu'on doit changer profondément la structure de l'énergie finale. C'est-à-dire qu'on doit s'appuyer demain sur un ensemble de vecteurs qu'on dit décarboné. Alors on reviendra peut-être sur la question du méthane, qui est une question particulière, parce que le méthane il est carboné, mais c'est sa source de carbone qui elle-même entre guillemets décarbonée. Mais on doit s'appuyer sur une structure de consommation finale qui est totalement décarbonée pour un certain nombre de raisons. Il y en a une qui est... alors évidemment, c'est parce qu'on veut plus de carbone à la fin, mais il y a deux raisons plus essentielles. Il y en a une dans le pilotage de la transition qui est que ça va nous permettre de mener en parallèle une transition de la demande, c'est-à-dire ce changement de structure des consommations, et une transition progressive des vecteurs. On voit bien sur l'électricité, c'est-à-dire qu'on peut progressivement décarboner l'électricité en mélangeant finalement les sources de production. Alors chez nous, elle est décarbonée essentiellement, mais chez nos voisins, c'est pas le cas. Et c'est quelque chose qui est important parce que les vecteurs vont permettre de faire ça, mais on voit aussi que ça amène à des fausses appréciations. Les gens disent le véhicule électrique, c'est pas bien parce que l'électricité est carbonée. Oui, mais le projet, c'est qu'elle ne le soit pas dans 20 ans. Donc ces deux transitions vont de pair. Il faut évidemment toujours avoir une vision prospective et pas une vision statique. Ça veut dire évidemment qu'il faut réfléchir au potentiel qu'on peut avoir sur ces différents vecteurs. La deuxième raison, qui est essentielle aussi dans la vision de ce modèle énergétique à 30 ou 40 ans, c'est que ça va être l'interface entre ces vecteurs.
on rentre dans un système qui va être plus difficile à piloter parce qu'on a des énergies qui sont moins stockables ou variables qu'à des énergies renouvelables, ou qui sont des énergies qui sont beaucoup des énergies de CAPEX, enfin, qui coûtent très cher en investissement mais en fonctionnement, comme le nucléaire. Ça va être le cas aussi sur la production des autres, de fuels synthétiques ou de choses comme ça. Et donc, la question du pilotage de système est essentielle, de comment on suit la demande, comment on répond aux problèmes de flexibilité, de sécurité d'approvisionnement. Et c'est la connexion entre ces différents réseaux, demain, qui va apporter beaucoup de solutions à ça. C'est-à-dire la possibilité de passer de l'électricité au gaz, la possibilité d'utiliser des pompes à chaleur pour utiliser des chaleurs perdues et les réinjecter sur des réseaux de chaleur, etc. C'est ça qui va nous permettre de résoudre beaucoup de questions, alors que jusque-là, on a toujours fonctionné finalement sur des grands silos. On a un silo du pétrole, on a un silo de l'électricité, et on a des réseaux de chaleur isolés dans un coin. Et ça, je pense que c'est une question absolument essentielle. Et ensuite, pour terminer, pour passer aux questions, parce que je pense que c'est mieux que je réponde à vos centres d'intérêt plutôt que je fasse un long discours. Par rapport à la PPE, donc, moi, ce qui me semble essentiel à ce stade, il y a trop de choses vraiment sur le contenu, mais il y a vraiment une question d'approche. Sur le contenu, le premier, c'est que, je le disais, il y a des questions aujourd'hui qui n'embrayent pas vraiment au niveau des politiques sur le champ efficacité. Alors oui, j'ai dit la question des vecteurs, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que de toute façon, il ne faut pas renoncer à cette question d'efficacité, c'est que c'est compliqué. Mais le changement de vecteur, c'est exactement le même travail. C'est-à-dire que c'est bien un travail du côté des consommateurs pour arriver à changer structurellement la façon dont ils consomment de l'énergie ou quel type d'énergie ils consomment. Donc on a de toute façon les mêmes questions à résoudre, on ne peut pas abandonner ce champ-là, il ne s'agit pas uniquement de décarboner les vecteurs existants. Donc les trois questions, je pense, il y en a une qui est vraiment autour des grands programmes de ce qui touche à l'efficacité ou à la sobriété, d'ailleurs d'une façon générale, sur notamment la question des transports, la question du bâtiment. Est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on n'est pas capable? Ça ne sert à rien de reproduire des visions SNBC après SNBC en disant voilà, on va faire tant de milliers de logements, voilà, on va faire, etc., si on n'est pas capable de le faire. Donc là, il y a une vraie question. La dernière PPE, là-dessus, était muette. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait rien d'inscrit dans la PPE. Je pense que c'est important qu'il y ait un volet aujourd'hui dans lequel l'État se donne des lignes directrices très claires là-dessus, et qui devrait nous permettre, et c'est vrai aussi sur la question des vecteurs, à 2023, de commencer à faire un vrai bilan de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et éventuellement de discuter de ces objectifs qui sont dans la loi de 2030. Ça, c'est extrêmement important. C'est prévu par la loi d'ailleurs. Dans la première section de la loi, il est dit on devrait faire une évaluation de la mise en œuvre de la PPE, un rapport d'évaluation au Parlement. Et en fonction de ça, le Parlement a la possibilité soit de revoir les équilibres qui sont à l'intérieur, soit de les confirmer, soit d'en donner d'autres, etc. 2023, ça va être charnière. Les objectifs qu'on s'est donnés à 2030 aujourd'hui, c'est en 2023 qu'il faut savoir si c'est les bons, si c'est pas les bons. Mais c'est important qu'on le fasse de façon informée. Et aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas ce rapport encore sur... On est en train de sortir les nouveaux documents, on n'a pas fait le regard sur qu'est-ce qui s'est passé sur les PPE précédentes. Le deuxième, on voit bien qu'il y a un retard absolument énorme. On se focalise sur la question nucléaire renouvelable électrique. On pourra en parler, évidemment, si ça vous intéresse. On a sorti aussi à l'IDRI une étude là-dessus, franco-allemande, parce qu'on pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut penser tout seul en France. Mais on a un retard énorme sur tout ce qui est ENR, chaleur, et sur la question du gaz. Et ça, c'est des éléments essentiels de la transition. On a des potentiels de ce côté-là. On en a besoin du point de vue de la structure de l'énergie finale. C'est un grand secours dans la transition d'avoir, même si on dit on va aller à 50% d'électricité, ce qui est déjà quelque chose d'absolument énorme, on ne peut pas tout faire avec l'électricité. On a besoin de ces vecteurs-là. Et on est très en retard sur les objectifs qu'on s'est donnés, qui pourtant étaient assez modestes quand même, encore sur certains. Donc il y a une attente très forte sur cette question chaleur et gaz renouvelable. Il y a bien sûr des lignes directrices claires qui sont attendues, ça je ne vais pas revenir sur la question de la production d'électricité. Pourquoi juste un mot, je pense qu'il faut quand même se remettre dans une vision, le sujet n'est pas de la fermeture de centrales. Le sujet n'est pas non plus 50% à quelle date. Je crois que le sujet fondamental, c'est le sujet d'une stratégie d'investissement dans le secteur électrique qui doit nous mener sur cette vision de la neutralité. Et quelle est la bonne stratégie d'investissement? C'est une stratégie d'investissement des deux côtés. On réinvestit dans la prolongation du nucléaire, on envisage de réinvestir demain dans un nucléaire nouveau, on investit dans des renouvelables. Il y a une question de bonne stratégie d'investissement. Et là-dessus, on a besoin d'un pilotage fort. C'est des décisions qui sont à très long terme.
Et puis, donc les points qui me semblent importants d'un point de vue procédural, c'est bien cette question, il faut mettre en place un vrai suivi et évaluation de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que la loi est bien fichue quelque part, puisqu'elle propose ces révisions tous les 5 ans, mais les révisions tous les 5 ans, c'est pas simplement revenir et réannoncer des objectifs alors qu'on a raté les précédents. On est très fort, on parlait des négociations aux Nations Unies, on est en train de faire ça sur la biodiversité, ça fait 2 fois qu'on rate et on va sûrement remettre les mêmes objectifs en disant, bon, maintenant on va les repousser à 2030. Non, on est dans un pilotage, il faut se donner des objectifs, il faut accepter à un moment donné qu'on se donne des orientations à relativement long terme, il faut être capable de faire le travail de réévaluation de ces orientations, et ça c'est quelque chose qui est insuffisamment fait aujourd'hui, et si on veut prendre évidemment toute la mesure de la loi de transition énergétique, plutôt que de discuter en permanence des choix qui ont été faits à un moment donné, je crois qu'il faut essayer de les mettre en œuvre, mais il faut faire un vrai suivi, un vrai bilan. On est incapable de le faire aujourd'hui. Nous, quand on essaye de faire un vrai bilan sur la question des bâtiments, des transports, etc., on se rend compte qu'on n'a pas les éléments pour le faire. Et c'est un problème de conception aussi des politiques publiques, d'être capable de faire des bilans. Il y a un point qui est très important, c'est pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à présent. Donc les bilans, les erreurs, les évaluations des politiques publiques, c'est vrai que ça manque en France. Donc ce serait très bien de savoir pourquoi est-ce que la stratégie bas carbone, pourquoi est-ce que les transports ont dérapé de 11%, pourquoi le bâtiment a dérapé de 4% ou l'inverse, je ne me souviens plus par rapport à ce qui était prévu. Donc c'est vrai que ça vaut le coup. Maintenant, pour le reste, c'est très intéressant. Moi, je me souviens d'un papier de Livry qui disait qu'il y a un problème de confusion des objectifs dans la politique générale de l'énergie. Et donc, ça, c'est pour moi le point fondamental, ou pour nous, Eden. C'est-à-dire que pour nous, Eden, la priorité, c'est la décarbonation, parce que le changement climatique, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Donc, comment est-ce qu'on décarbone? Il y a des gens qui disent, non, la priorité, c'est il faut se passer du nucléaire. Donc, OK, ils sont pour se passer du nucléaire. D'autres disent, la priorité, c'est de mettre des renouvelables partout. D'autres disent, il faut diviser par 2 la consommation d'énergie finale en je ne sais combien, etc. Et il nous semble à nous qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, il faut se fixer un objectif prioritaire et ensuite voir tous les moyens. Mais alors, je ne sais pas, parce que toi tu dis qu'il y a des avantages, si je puis dire, mutuels, quoi, sur l'ensemble de ces vecteurs, quoi, ou de ces priorités, quoi. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre les objectifs et les moyens. Sur les objectifs, je vous suis si on dit l'objectif final, c'est la décarbonation. Mais je rajouterai à ça, attention, il y a d'autres objectifs dans la transition énergétique. Et il y a d'autres objectifs dans la politique française. Il y en a un qui est la question de la précarité énergétique, qui est extrêmement important. Et donc on doit le prendre en compte. Aujourd'hui, si vous prenez le dernier quintile, mais c'est beaucoup un quintile, de la population française, vous avez des gens qui consacrent déjà de l'ordre de 20% de leurs revenus sur les déplacements, et notamment sur le domicile-travail. Donc il faut se poser cette question-là aujourd'hui. C'est-à-dire quand des gens travaillent un jour par semaine juste pour pouvoir aller au travail, c'est une vraie question. On a des objectifs de biodiversité qui sont importants. On a cette vision de neutralité qui est bonne parce qu'elle nous oblige à sortir de l'énergie pour aller voir ce qui se passe dans d'autres secteurs. On a un pays agricole, il faut qu'on assure une compatibilité entre notre vision de développement agricole, les objectifs de biodiversité qu'on peut avoir et la vision que l'on a du développement de nos infrastructures. Donc ça c'est important parce que par exemple sur la question des transports, quand on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, pourquoi les transports évoluent tels qu'ils évoluent, on a des choses très paradoxales. On se rend compte qu'il y a des évolutions structurelles intéressantes. Dans les villes qui ont mis en place par exemple des programmes importants vers les mobilités d'ours, Grenoble, Strasbourg, etc., ça représente déjà près de 20% de la mobilité dans ces villes. Donc c'est bien des réponses qui sont possibles quand on a une volonté politique de le faire. En même temps, on voit qu'au niveau français, global, la mobilité du quotidien en nombre de trajets, elle a tendance un peu à diminuer. On a eu pendant pas mal d'années un report vers des transports en commun qui s'est arrêté dans les dernières 3-4 années d'ailleurs. C'est la voiture individuelle qui a repris. Mais on a un allongement des trajets du quotidien qui se continue. Et ça, c'est bien lié à des structures je dirais, d'aménagement du territoire, de développement des villes, etc. C'est pas une... Voilà. Et ça, c'est pas une question, c'est pas de dire il y a une valeur intrinsèque à consommer plus ou moins d'énergie. La question là, c'est qu'on peut pas simplement se dire les gens peuvent faire autant de kilomètres qu'ils veulent puisque c'est une voiture décarbonée. Et donc, sur la question des transports, il y a beaucoup d'inquiétudes, y compris des problèmes qui peuvent venir de la propre structure de décarbonation qu'on imagine. C'est-à-dire, si vous pensez à un véhicule électrique, c'est comme une centrale nucléaire, c'est beaucoup de capex, c'est de l'investissement, et il n'y a plus de coût marginal. Notamment parce qu'en plus, l'électricité ne reprend pas les taxes qu'on a par ailleurs sur les transports. Qui demain va payer les transports, c'est une question, mais du coup, quel est le signal à la mobilité qui va rester dans un système comme ça? Il est très faible.
Donc on a un risque d'effet rebond qui est majeur. Et vous pouvez dire c'est pas grave sur le carbone, mais ça pose de vrais... Alors ça peut poser un problème sur les coûts. Il faut quand même faire attention à ça. C'est-à-dire quels sont les coûts que les gens consacrent, quels sont les transferts que l'on fait entre l'immobilier, les coûts d'aménagement et le coût des transports, qui les paye. Évidemment, ça pose des vraies questions. Donc c'est ce que je veux dire sur, attention, je pense que les objectifs, en effet, c'est le carbone, mais il y en a d'autres, des vrais objectifs structurants. Et ensuite, c'est un débat, moi je travaille un peu avec nos collègues des autres comités aussi au niveau européen. Il y en a un bien connu en Angleterre, le Climate Change Committee. Je travaille avec les collègues du comité aussi qui suit l'Energiewende en Allemagne. Le nouveau comité qui a été mis en place en Suède, le président est un ami de longue date de l'IDRI. Et ce qui est intéressant, c'est l'Angleterre, par exemple, a démarré de façon totalement différente de nous. C'est-à-dire qu'elle a démarré en disant simplement je mets des budgets carbone et je ne donne aucune vision gouvernementale de comment doit être la transition. Je mets des instruments, je mets de la fiscalité, des choses comme ça. Et aujourd'hui, le Climate Change Committee alerte le Parlement anglais sur le fait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est-à-dire que si on ne donne pas une forme de vision, alors cette fois-ci des moyens, quitte à ce que cette vision, on soit obligé de la rediscuter de temps en temps et on soit obligé de la réadapter à la réalité, c'est ça l'aller-retour qui est nécessaire. Mais le Climate Change Committee, aujourd'hui, demande quelque chose qui, en Angleterre, n'est pas une habitude des politiques publiques, demande à un gouvernement de poser une vision. Est-ce qu'il faut faire des renouvelables? Est-ce qu'il faut faire du nucléaire? Est-ce qu'il faut faire de l'efficacité énergétique? Est-ce qu'il faut faire du transfert sur l'électricité, du chauffage? De proposer des visions. Donc on est bien là sur la question des moyens, où à un moment donné, il faut quand même structurer des moyens, des visions, et les discuter en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et je mettrai évidemment la question de la consommation d'énergie, comme la question du nucléaire ou des renouvelables, dans cette deuxième catégorie. On a aujourd'hui d'abord une double situation, c'est-à-dire qu'on a une situation dans laquelle la question qui se pose à court terme, c'est une question de réinvestissement. Donc là, on est dans une situation sur laquelle on a des coûts anticipés qui sont à la fois des coûts d'amélioration de la sécurité et des coûts de rajeunissement, ce qu'on appelle sur le grand carénage. Là, je vous renvoie, on a fait une étude avec des collègues allemands sur la comparaison à la fois de la décarbonation sortie du charbon en Allemagne et de la question française. Et il y a des référentiels de coûts là qu'on a travaillé. On a fait une étude avec un comité de pilotage très ouvert dans lequel il y avait y compris EDF, etc. Et donc il y a des hypothèses de coûts sur cette affaire. Sur le nucléaire nouveau, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment une réponse au sens où à la fois vous connaissez comme moi les quelques coûts de référence qu'on pourrait sortir des derniers chantiers qui ont pu être faits. Alors on a un chantier en France, pour l'instant on n'a pas encore les coûts puisqu'il n'est pas terminé, mais en tout cas ils sont bien supérieurs à ce qu'on avait envisagé initialement. La deuxième référence qu'on pourrait prendre, les références chinoises, c'est un peu compliqué parce que les structures de coûts quand même en Chine sont vraiment très différentes. Il y a une autre référence éventuellement qui est cette référence de l'autre côté simplement de la Manche, évidemment, et qui nous amène à un niveau de capex et après de prix de l'énergie, mais dans le nucléaire ça revient un petit peu au même, qui est très élevé, de l'ordre de 120 €. Après, la question aujourd'hui, c'est celle du design d'une nouvelle génération d'EPR qu'on appellerait des EPR améliorés, qui est encore un concept pour l'instant, et donc c'est bien difficile là-dessus, et dont un des objectifs, évidemment, de baisser ce CAPEX par des solutions de sûreté différentes. Franchement, moi, je n'ai pas la capacité de vous répondre si ça va baisser ou pas. Ce qui est sûr, c'est que, je vais juste dire une chose à propos de ça, on voit qu'en face, on a des énergies renouvelables dont certaines évidemment, ont connu des baisses de coûts extrêmement importantes. On sait aussi que dans un système énergétique, il n'y a pas que la production, et notamment avec les renouvelables, mais aussi demain, avec éventuellement du nucléaire, il y a une question de pilotage, et que donc il y a des coûts qui sont des coûts de service réseau qu'il va falloir ajouter à ces systèmes-là. Donc quand on a aujourd'hui des renouvelables qui sortent à 50 ou à 60, il faut bien sûr rajouter une part de service réseau qui vont dépendre de cette structure des vecteurs. Et ce que je veux simplement dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas se projeter dans un monde où demain l'énergie va être pas chère. Le too cheap to meter, qui était le rêve des années 50, c'est pas vrai. C'est pas vrai, elle va être de toute façon plus chère qu'aujourd'hui. Et alors, il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte, évidemment, on en vient à la question sur le calcul global. Si on est sérieux, il y a en ce moment une commission qui est en train de se réunir pour réfléchir à la valeur du carbone, mais il faut évidemment qu'on réfléchisse à quelle est la valeur du carbone qui est compatible avec cette transition-là. Si on continue à ne pas donner de valeur au carbone, et ce qui m'a frappé dans tout le débat sur la transition énergétique, c'est qu'on discutait de la viabilité de toutes les solutions économiques, etc., sur la base des prix de marché, on n'utilisait jamais une valeur de carbone pratiquement.
Bon, la commission Kiné 2 nous dit à 2030, il va falloir compter plutôt sur 200 €. Enfin, c'est pas un secret, même si c'est pas encore publié. À 2030, c'est plutôt de l'ordre de 200 €. Bon, si vous regardez la valeur globale sur le système énergétique français, c'est pas en soi une absurdité dans un système où on aurait déjà diminué de 30 ou 40% nos consommations de carbone, enfin nos émissions de carbone. Mais il faut prendre ça en considération. Mais sur la question, quel est le coût global, donc il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut prendre en compte cette affaire-là. Mais oui, quand on fait du calcul de coût global, ce qui m'amène à répondre à la question de Brice sur l'efficacité, c'est que quand on fait du calcul de coût global, on se rend compte, si tant est qu'on arrive à le mettre en œuvre, que pas mal de solutions qui sont des solutions du côté de la consommation sont des solutions qui valent la peine du point de vue d'un investissement global. Si on prend la France comme une grande famille gérée en bon père de famille et qu'on fait des calculs d'investissement, est-ce qu'il vaut mieux isoler un peu des logements ou est-ce qu'il vaut mieux produire de l'énergie, on se rend compte que l'argent est mieux placé théoriquement du côté de l'isolation, si on arrive à le faire, que du côté de la production d'énergie. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Après, c'est jusqu'à un certain point, et il y a un moment où il faut produire parce que ça coûte trop cher. Mais c'est bien la façon dont ont été réfléchis un certain nombre d'équilibres aujourd'hui, évidemment sous condition qu'on puisse les réaliser. Donc on peut réaliser un calcul global comme ça. Il va y avoir autre chose qui est une question des montants d'investissement. Et les montants d'investissement, ils sont à la fois importants quand on regarde les milliards, quand on les regarde à la hauteur de qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'investissement global d'un pays comme la France, c'est finalement assez insignifiant. Mais la deuxième chose qui était intéressante aussi et qui ressortait à la fois des quelques calculs qu'avait fait notamment le groupe de Dominique Dron dans le débat et qui ont été repris depuis par un certain nombre d'analystes, c'est que si on compare ce montant d'investissement à la facture extérieure de la France, en gros, sur des périodes de 5 ans de transition, eh bien, les montants d'investissement sont du même ordre de grandeur que les économies qu'on fait sur une facture extérieure. Puisque décarboner, c'est aussi arrêter d'acheter du pétrole, du gaz, du charbon pour ce qui nous concerne, c'est plus vraiment un gros sujet, mais d'arrêter de consommer du charbon et du gaz. Donc oui, c'est une transition massive d'investissement, c'est des niveaux d'investissement supérieurs, mais quand on fait un calcul global du point de vue du pays, c'est aussi une économie sur la facture extérieure du pays, donc c'est une forme, entre guillemets, de rentabilité de ces investissements. C'est déjà bien compliqué d'y aller, à vrai dire, mais il y a des raisons pour lesquelles je ne vais pas dire c'est un plafond, parce qu'encore une fois, à 2050, il faut se donner des visions. Mais simplement, il faut voir que la question du passage, renforcer le rôle de l'électricité, ce n'est pas simplement une question homothétique. C'est une question dans laquelle l'ensemble de la structure de la consommation finale, de la vision qu'on peut se donner à 2050, est modifiée, à la fois dans ses structures et dans ses volumes relatifs. Du côté des transports, par exemple, si on électrifie les transports, l'électrification en soi est une augmentation de l'efficacité. Donc, ça veut dire que quand on passe sur un véhicule électrique, c'est beaucoup plus efficace qu'un véhicule thermique. Donc, si on calcule en énergie finale, l'énergie primaire dans ce système, je crois qu'il va falloir qu'on oublie de calculer en énergie primaire parce qu'on n'a plus que des coefficients qui sont simplement des conventions. Et les conventions, c'est à peu près n'importe quoi. Donc, non, mais... Donc on a une question d'énergie finale et on a une question par contre après de mesurer quels sont les systèmes qu'on doit développer et quels sont leurs inconvénients et avantages, etc. Mais en énergie finale, passer à l'électricité, ça augmente énormément l'efficacité. Dans le bâtiment, c'est pas vraiment vrai. Il y a éventuellement un petit gain d'efficacité par rapport à des systèmes anciens, mais c'est pas du tout le même ordre de grandeur, sauf si on passe sur des pompes à chaleur, par exemple. Mais auquel cas, vous voyez que la part de l'électricité dans le système, quand je fais ça, diminue. C'est paradoxal, mais quand je vais chercher ce genre de solution d'électricité, la part va diminuer, paradoxalement. Donc, on est à la fois sur aller chercher des nouveaux marchés. Oui, si, parce qu'on baisse le système total, etc. Donc, on est à la fois sur aller chercher des nouveaux marchés, et il y a un certain nombre de marchés sur lesquels, évidemment, l'électricité spécifique, c'est de l'électricité. À l'inverse, les avions, ce ne sera pas l'électricité. Et en gros, le transport international, dans l'équilibre que je présentais à la fin, sur à peu près 1000 TWh de taille du système français, il y a 200 TWh qui sont pour le transport international. Ça, c'est pas de l'électricité, ça vous en fait déjà 20%. Vous avez... L'industrie de l'aviation n'est pas très chaude pour l'hydrogène dans les avions, vu les problèmes que ça pose. Donc après, ça peut être... Donc c'est pas la vision actuelle, mais je reviendrai 2 minutes là-dessus. Après, vous avez aussi des process industriels dans lesquels, a priori aujourd'hui, le gaz est mieux... Enfin, disons, on a d'autres combustibles aujourd'hui, mais le transfert au gaz est plus intéressant.
Mais rappelez-vous de ce que je disais aussi, tout passer à l'électricité, ça pose des problèmes très importants de gestion, notamment de gestion des pointes, de gestion des stockages interannuels, etc. Et il se trouve qu'on a des potentiels intéressants dans les autres vecteurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que les autres vecteurs ne sont pas non plus sans intérêt. Et par exemple, la question... Alors, les biocarburants, c'est une vraie concurrence avec deux choses. C'est une concurrence avec les cultures traditionnelles, mais c'est aussi quelque chose qui est difficile à rentrer dans un cycle de transition du système agricole tel que j'en parlais tout à l'heure, on en reparlera sur l'amélioration du carbone dans les sols, etc. Inversement, dans cette vision-là, le fait de développer des cultures intermédiaires, et donc un couvert végétal permanent, est un atout. Et les cultures intermédiaires, c'est quelque chose qu'on peut méthaniser. Donc on a bien des vecteurs qui sont plutôt compatibles avec les visions qu'on a de la transition, y compris dans d'autres secteurs sur la question agricole, et des vecteurs qui vont plutôt poser des questions. Mais ces vecteurs qui sont compatibles, autant les utiliser. Et c'est pareil sur la question de la chaleur, la récupération de la chaleur basse température par des pompes à chaleur, sur les eaux usées, etc. Et donc, la raison pour laquelle c'est pas du 100% électrique, je pense, c'est à la fois des questions de structure de la demande. Il y a des endroits où c'est bien d'avoir autre chose que l'électricité, ça reste pour l'instant dans les visions qu'on a, mais aussi du fait qu'on a des opportunités du côté de l'offre qu'il ne faut pas négliger et que vouloir passer à un système tout électrique, en fait, créerait plus de difficultés du côté des solutions d'offre que ça ne résoudrait de questions. Ce que nous disent aujourd'hui les pédologues et les agronomes, c'est qu'on a un potentiel énorme de remise de carbone dans les sols. Alors c'est une histoire qui va s'arrêter aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrivera à saturation. Mais là, pour l'instant, on a vécu l'histoire de l'agriculture moderne, ça a été l'histoire inverse, c'est-à-dire qu'on a totalement réduit la teneur en carbone de nos sols avec les pratiques agricoles que l'on a. On fait quasiment c'est pas de la culture hydroponique, mais on n'en est pas très loin. Le sol devient un support, mais finalement, on y met des engrais, etc. Donc non, on a un potentiel très important de reprise de carbone par les sols. Ce potentiel va aussi à un moment donné s'effacer, mais ça c'est une histoire qui est loin devant nous, qui est pour le 22e siècle, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, en effet, le carbone se stocke sur des sols agricoles, essentiellement dans cette partie-là, mais la capacité de remonter en teneur en carbone est extrêmement importante. C'est bien celle-là qui est évaluée ici. Alors, il y a deux réponses à ça. Je pense qu'il y a une vision aujourd'hui qui va être proposée dans la CNBC, en effet, où il y a un scénario qui a été construit, qui s'appelle, il y a un nom barbare, AMS, je ne sais plus quoi, avec mesures supplémentaires, mais il y a un scénario qui a été construit qui propose une vision de neutralité. Dans cette vision de neutralité, pour l'instant, il y a, sur la vision 2050, des grands équilibres. C'est-à-dire que les grands équilibres, c'est de nous dire si on a besoin de 1100 TWh d'énergie en France, on estime qu'on peut avoir à peu près 300-350 TWh à partir de la biomasse au sens large. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la biomasse, c'est un peu moins de 200 TWh. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus quelque chose d'absolument terrible. Au-delà, on rentre dans des compétitions qui sont des compétitions importantes. Mais c'est surtout une restructuration complète de la façon dont on utilise de la biomasse, beaucoup plus tournée vers la production de gaz ou des choses comme ça. Mais donc, on a à peu près ce potentiel-là. On a, dans ce scénario, un potentiel qui est annoncé de 100-150 TWh de chaleur renouvelable. Alors, chaleur renouvelable, c'est différentes choses très différentes. Ça peut être de l'eau chaude solaire, mais ça peut être des pompes à chaleur. C'est la partie aussi de chaleur qui vient de l'utilisation des pompes à chaleur. Ça peut être de la géothermie, mais là, souvent aussi, il y a des pompes à chaleur qui interviennent. Mais c'est la partie renouvelable de cette affaire-là. Et ce qui laisse un différentiel, et le différentiel, évidemment, c'est sous une forme ou sous une autre de l'électricité. Et ce différentiel d'électricité, dans le scénario tel qu'il est évalué aujourd'hui, c'est 550, 600 TWh. Alors, quand je dis c'est de l'électricité, c'est compliqué, parce que ça peut être de l'électricité, ou comme tu le disais, ça peut être de l'hydrogène. L'hydrogène, il y a quand même une autre difficulté, c'est que finalement, c'est un vecteur qui est un peu tout seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas tellement miscible avec d'autres. Non, mais attends, tu stockes de l'électricité, mais par contre, le gaz, par exemple, il peut avoir plusieurs sources. Il peut avoir des sources biologiques, il peut avoir des sources ex-hydrogène. Donc, la question de comment on combine ces sources pour ensuite arriver sur un système, il faut penser en système industriel derrière. Et le monde de l'automobile, par exemple, il ne va pas fonctionner sur 18 standards avec 18 types de carburant, etc. Donc il y a bien un choix. Si on va sur l'hydrogène, ça veut dire qu'il faut produire les quantités d'hydrogène suffisantes. Donc on rentre dans une solution où l'hydrogène doit être produit en fonction d'un marché final qui est cohérent avec un développement industriel des véhicules en question. Ce qui n'est pas le...
Oui, mais si on est uniquement sur la surcapacité électrique, on ne va pas faire suffisamment d'hydrogène pour alimenter le secteur des transports. Si on le fait, la méthanation, c'est de l'hydrogène recarboné. Ça suppose qu'on ait du carbone. C'est un des avantages de faire du biogaz. Le biogaz fournit du CO2 renouvelable. Donc il y a là une combinaison des stratégies. Si on ne fait pas la stratégie biogaz, on ne sait pas faire cette stratégie-là. Par contre, on fait du méthane, et le méthane est miscible avec le méthane d'origine biologique. Donc c'est un des avantages potentiels. Si on fait... Le CO2, tu en as trop, mais encore faut-il savoir le récupérer. Et pour l'instant, la façon technique que tout le monde maîtrise pour le récupérer, c'est de faire du biogaz. La solution de capture dans l'air, elle est peut-être accessible à moyen terme, mais pas tout de suite. Donc il faut penser à ça dans les équilibres entre les différentes solutions, mais il faut penser que derrière, il y a des filières. Et donc on ne va pas faire un petit peu de véhicules hydrogène, et puis un petit peu de véhicules gaz, et puis un petit peu de véhicules électriques, et puis un petit peu... Donc il faut aussi arriver à des solutions qui sont à la dimension des filières. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il y a un étage un peu manquant, je pense aujourd'hui, dans la façon dont on structure PPE et SNBC, c'est que la réponse à ces questions-là, et là on voit bien qu'on en discute et qu'il n'y a pas de vision unifiée, on commence à avoir des convergences de vision sur, je dirais, ce que ça peut être dans le secteur du bâtiment, ce que ça peut être dans un certain nombre de secteurs, l'industrie aussi. Je pense qu'on est très loin d'avoir aujourd'hui une vision de ce que ça va être dans le secteur des transports, qui est quand même le secteur le plus compliqué. Et ça, c'est très important. Sur le secteur d'électricité, ça fait 20 ans qu'on a un paradigme commun de discussion et de compréhension de ce qu'est une transition dans le secteur électrique. Après, à l'intérieur de ça, on peut discuter de renouvelables ou de nucléaire, etc., mais on a un paradigme commun. Sur le secteur des transports, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est important parce qu'on a besoin de préparer des filières industrielles, on a besoin de savoir si demain on fait des voitures électriques ou des voitures à gaz ou des hybrides ou des range extenders, etc., ici, on fait des camions au gaz. Moi, je reviens d'Allemagne. Ils sont en train d'expérimenter des autoroutes électriques pour les camions, etc. Et il y a bien une chose aujourd'hui qu'on ne fait finalement pas vraiment dans la SNBC et qu'on ne fait pas dans la PPE, c'est d'avancer sur qu'est-ce que c'est la structuration de ce système énergétique de demain à un horizon d'une trentaine d'années, sur l'équilibre entre les vecteurs et quelles sont les filières industrielles qui vont derrière, quels sont les objets de consommation, et notamment dans le secteur des transports. Ça, je pense que c'est un exercice qu'il va falloir faire, qu'il va falloir compléter, qui rentrerait dans le cadre peut-être de la SNBC si elle devenait un petit peu plus précise dans ses recommandations. Je pense que la France, elle a accueilli la COP de Paris ici. C'est bien qu'elle a une vision de la nécessité, en effet, d'un mouvement international sur ces questions-là. Donc, a priori, je crois que c'est bien dans ce cadre-là que s'inscrit la vision, l'action diplomatique de la France, au sens de dire, si on n'embarque pas une transition au niveau mondial, et pourquoi l'accord de Paris était important? Il faut quand même voir que quelques mois encore avant l'accord de Paris, on avait l'essentiel des pays dont on va se dire ils sont importants, comme la Chine, l'Inde, etc., qui disaient simplement ça ne nous concerne pas. On est des pays pauvres, ça ne nous concerne pas, c'est à vous de résoudre. Et ça c'était une fausse solution. C'est-à-dire qu'en effet, nous, on ne peut pas résoudre le truc si eux ne font pas quelque chose. Je suis pas en train de dire que l'accord de Paris a réglé tout là et que les choses se font. Mais c'est important sur la scène diplomatique, et ça commence comme ça, qu'on ait un certain nombre de pays qui ont dit ok, nous aussi on fait le job. Maintenant, il faut regarder ce qu'ils sont en train de faire. Ça a été un changement extrêmement important. Alors, cette action diplomatique, il faut la continuer. Et je suis d'accord avec l'idée, c'est pas juste une action diplomatique, c'est évidemment aussi une action économique dans laquelle il faut qu'on joue. C'est extrêmement important. À la fois, il faut qu'on joue parce que c'est une façon d'influencer, mais aussi il faut qu'on joue parce qu'on a une part à y prendre. Vous prenez aujourd'hui un petit pays comme le Danemark, quand vous voyez les exportations que fait le Danemark annuellement de son énergie éolienne, c'est bien plus que ce que nous, on arrive à faire avec nos contrats, tout compris les rafales, le nucléaire, etc., pour un petit pays comme le Danemark. Donc évidemment que la place que jouera demain dans cette transition internationale l'industrie française, pas juste la production, l'industrie automobile, l'industrie du comptage, etc., est essentielle. Donc il faut le voir comme ça, y compris dans notre propre intérêt, c'est-à-dire de ne pas être à côté de la plaque des mouvements internationaux. Et une des raisons, la question sur le nucléaire par rapport à ça, c'est pas de dire dans les scénarios du GIEC, il y en a ou il n'y en a pas. Si vous regardez dans les scénarios du GIEC, in fine, ça fait assez peu au niveau quantité d'énergie globale de l'affaire. C'est-à-dire qu'on focalise une discussion sur est-ce qu'il faut faire du nucléaire ou pas,
alors quand même une grande partie de la discussion dans la plupart justement de ces pays à l'international n'est pas aujourd'hui la question de savoir s'ils font du nucléaire. Ils ne l'envisagent pas, on ne serait pas content qu'ils en fassent. Pensez à tout un certain nombre de pays autour de la planète sur lesquels pour l'instant on n'a pas vraiment envie qu'ils développent du nucléaire étant donné les cadres de gouvernance. Quand ils font des éoliennes, si ça ne marche pas, c'est leur problème, mais s'ils font du nucléaire et que ça ne marche pas, ça peut devenir le nôtre. Donc il y a une majorité de pays dans lesquels la question ne se pose pas comme ça, c'est ça qui est important. Et c'est ce que veut dire cette réaction-là, de dire il y a 1000 questions à résoudre justement dans l'ensemble de ces pays. Après, on ne peut pas dire nous on fait 1%, donc ça n'a pas d'importance. C'est pas parce que la Chine va se fédérer en trucs grands comme le Luxembourg que ça va changer ses émissions. Donc cette comptabilité de on fait 1%, non, on est parti de l'Europe. Il faut revenir aussi là-dessus. On ne peut pas penser la transition tout seul. Il faut qu'on voit ce que fait globalement la scène européenne. Mais si on veut avoir un poids diplomatique et une influence dans la question des choix aussi des autres, il faut qu'on soit capable, chez nous, de faire une transition. C'est essentiel. C'est essentiel pour 3 raisons. Diplomatiquement, on ne peut pas donner des leçons si nous, on n'est pas capable de le faire. Je suis désolé, on reste quand même parmi les pays les plus émetteurs au monde. Alors la France un peu moins que nos voisins, mais on reste quand même à des niveaux d'émissions qui ne sont pas compatibles avec justement ce que raconte le rapport qui a été rendu il y a 3 jours, donc il faut bien qu'on fasse le job. La deuxième raison, c'est que si on veut participer à ce mouvement, si on croit aussi que les autres s'y embarquent, il faut qu'on soit capable d'y participer, y compris avec notre industrie à l'export. Donc il faut qu'on réfléchisse où sont les marchés d'export de demain. C'est ça qui est extrêmement important aussi dans la structuration des filières. Et après, il faut qu'on soit capable de structurer un petit peu chez nous. Ça marche mieux que si on le fait juste à l'extérieur. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que la question de l'international, ça n'est pas suffisant, mais elle nous invite évidemment à réussir une transition et à la réussir à l'échelle européenne et pas seulement française. Ça, c'était une des difficultés aussi. On ne peut pas juste penser et réfléchir sur notre petit hexagone, les marchés gaziers, les marchés pétroliers, les stratégies industrielles sur l'automobile, etc. Aujourd'hui, si on les déploie à une échelle française et que les voisins font le contraire, ça me semble un petit peu compliqué. Donc c'est bien une des raisons qui fait que, je pense, à un moment donné, on s'est dit, notamment sur la question électrique, en France, il n'a jamais été question, au moment de la loi de transition, dans les choix qui ont été faits, de dire on arrête le nucléaire ou on ne l'arrête pas. Mais la question de dire on veut, pour un certain nombre de raisons, diversifier à la fois notre offre industrielle et aussi la façon dont on produit de l'électricité en France et peut-être maximiser, on pourrait en discuter, les questions de sécurité, etc., faisait partie de ce choix de dire on doit avoir une capacité industrielle sur différentes solutions, y compris les renouvelables électriques. Donc c'est bien la question qui se pose aujourd'hui, et c'est une question qui est compliquée parce que c'est pas une question juste de mettre des chiffres. La question aussi et c'est une histoire française quand même, sur le développement de filières, c'est qu'on est très bon pour faire des grands lancements, puis on arrête, des grands lancements, puis on arrête. Et on fait de la structuration, des structurations de filières industrielles. On a quand même été à une époque en pointe sur la PAC, en pointe sur le photovoltaïque, enfin, sur les piles à combustible, en pointe sur les batteries, en pointe sur le solaire, en pointe sur tout un certain nombre de choses. Et puis bon, on le fait et on arrête. Et structurer des filières industrielles, ça demande un peu de persévérance à long terme et de stabilité dans ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est une question absolument essentielle. Vous avez raison, c'est une question macroéconomique qui est importante. Je pense qu'il y a une vraie question qu'on doit se poser, mais ça suppose évidemment qu'on soit capable aussi d'orienter sur les bons choix derrière. Il y a quand même dette et dette. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en effet un niveau d'investissement qui est insuffisant. On a aussi, si on regarde macroéconomiquement, un investissement qui se porte énormément sur de la spéculation court terme. Donc on a aussi une question de réorientation de l'investissement. Ce n'est pas simplement une question de quel est le montant de l'investissement global. On a un sous-investissement et on a un investissement qui est beaucoup sur de la spéculation court terme, qui est beaucoup sur l'immobilier, qui est beaucoup sur un certain nombre de choses comme ça. Donc on a une question d'orientation de cet investissement. Mais on a une deuxième question aussi qui est, si on réfléchit vraiment au cadrage économique de cette affaire, c'est pas la même chose de faire de la dette parce qu'on laisse fuir des dépenses, quelles qu'elles soient, au niveau du fonctionnement de l'État, qui était la logique de ces équilibres macroéconomiques, avec la question de faire de la dette parce qu'on fait un investissement de long terme. Et ça, c'est bien une question sur laquelle il va falloir revenir aujourd'hui, enfin, il va falloir revenir un jour ou l'autre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un endettement, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit au niveau d'une collectivité locale. Est-ce que c'est pareil de s'endetter parce qu'on fait des parcs et jardins trop luxueux, etc. Ou est-ce que c'est pareil de s'endetter parce qu'on est en train d'investir sur le long terme, ce que nos sociétés ont su faire à une certaine époque, et il faut remettre des signaux évidemment macroéconomiques pour ça.
mais avoir le même traitement de la dette quand il s'agit d'investir sur 30, 40 ans dans des systèmes énergétiques, des systèmes de transport, une transition agricole qui prépare l'économie de demain, c'est pas la même chose que de faire de la dette parce qu'on n'est pas capable de régler la question des dépenses courantes de l'État. Et aujourd'hui, c'est quand même, finalement, on a un seul filtre pour ces deux affaires-là. C'est pas vrai que la transition énergétique, c'est vrai sur d'autres sujets, mais je pense que c'est une question importante. C'est-à-dire que vous me dites la part dans la PPE. Je ne suis pas là pour défendre en soi la PPE. D'abord, je ne sais pas ce qu'il y a dedans puisqu'elle n'est pas publiée. De la même façon que les scénarios électriques dont on a parlé, ce n'est pas moi qui ai dit que, je vous ai présenté l'équilibre des scénarios aujourd'hui. Que je ne critique pas, parce que je pense qu'il y a un travail qui a été fait, qu'un travail de valeur, ce n'était pas du tout facile. Et je pense que l'intérêt maintenant, c'est de discuter ces propositions qui sont faites d'une vision de neutralité. Et autour de ça, il y a certainement des équilibres qui peuvent être discutés, etc. Mais l'intérêt, c'est au moins d'avoir posé quelque chose au centre de la discussion et de pouvoir en parler. Voilà. Mais ce n'est pas non plus nos scénarios exactement. Cela dit, nos scénarios, par exemple, puisque en préparation de Paris, on a fait un travail qu'on avait appelé Deep Decarbonization Pathway Project, des DPP, vous pouvez aller sur le site de l'IDRI. Et on avait travaillé avec à peu près tous les pays du G20. Bon, on n'a pas réussi à convaincre l'Arabie Saoudite et la Turquie, bon. On avait tous les autres. Et dans tous ces pays-là, on avait travaillé avec des équipes qui étaient des équipes à la fois proches de leur gouvernement, donc qui jouaient un jeu dans la préparation des INDC, etc. Mais c'était avant qu'on prépare des INDC, mais c'est vrai que ces équipes étaient proches. Mais on leur a demandé à eux de raconter, de décrire une histoire de décarbonation de leur pays. Ce qui n'était pas évident au début, parce qu'au début, ils nous disaient mais la position de mon gouvernement, c'est que de toute façon, c'est pas notre responsabilité, c'est à vous de le faire. Puis après, ils nous disaient mais de toute façon, on est un pays pauvre, Brésil, Chine, etc. Donc ça ne sera pas possible. Alors on leur a dit non, c'est pas le problème, le sujet, c'est what does it take ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Explorer ce qu'il faudrait faire et revenez dans une discussion à Paris sur quelles sont les conditions de faisabilité d'une affaire comme ça. Bon. Dans ces scénarios, en effet, on écrit une histoire dans laquelle le rôle de l'électricité, en général, monte à 45-50%. Mais la traduction de cette affaire-là en termes de consommation, parce que vous mesurez la question des PPE en termes de consommation d'électricité, elle est très différente d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que quand on part évidemment dans un pays comme l'Afrique du Sud ou le Brésil, le développement du système électrique qui est supposé par un scénario comme ça est extrêmement important. Dans l'étude qu'on a fait franco-allemande, vous verrez que même entre la France et l'Allemagne, nos scénarios en termes de consommation d'électricité et à des horizons qui sont relativement courts encore, qui sont 2030-2035, sont très différents pour la France et l'Allemagne parce que la structure aujourd'hui de consommation d'électricité n'est pas la même en France et en Allemagne. Donc on n'a pas un a priori dogmatique sur combien il faut consommer d'électricité. On regarde un certain nombre d'équilibres. Et les équilibres aujourd'hui en France, un scénario de, en gros, à 2030, stabilité des consommations d'électricité, c'est un scénario qui est déjà assez peu probable, mais qui suppose énormément de pénétration de l'électricité sur des nouveaux secteurs, étant donné les économies qui sont possibles de faire ailleurs, et que si on ne les fait pas, cette transition est rendue difficile pour d'autres raisons. Donc la question, elle ne se mesure pas à la consommation, elle se mesure, et ça c'est important que ça apparaisse dans la PPE peut-être, à où est-ce qu'on va placer de l'électricité pour quels usages demain dans ce système. Mais la question n'est pas simplement si vous remplacez tout le chauffage, français par de l'électricité, il nous faut quelque chose comme 600 TWh supplémentaires, répondre à un problème de pointe, etc. Donc, on a quand même 90 millions de TEP à remplacer. Ça fait. Actuellement, le chauffage, c'est 70 millions de TEP, chauffage et eau chaude, en France. Non, le chauffage, y compris le gaz, la totalité du besoin chauffage et eau chaude, c'est 35 et 25. C'est 35 dans l'habitat et c'est 25 dans le tertiaire, millions de TEP. Donc ça fait 70 millions de TEP, 70 millions de TEP, ça fait 700 TWh. À concentrer sur 4 mois à peu près pour l'essentiel de la production. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas la question aujourd'hui, c'est la question de savoir où est-ce qu'on doit les développer. Et par exemple, quand on dit, alors on reviendra sur la question véhicule électrique, est-ce que c'est le choix ultime? Mais si le véhicule électrique doit jouer un rôle, aujourd'hui, on disait combien 4 millions, 5 millions de points de recharge, on doit être à 150 000 points de recharge. On n'est clairement pas en train d'organiser cette transition vers le passage au véhicule électrique. En tout cas, on est très en retard sur cette transition-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure. La pompe à chaleur, il faut diviser par 2 ou 3. Hein. Oui, mais ça... Donc il faut éviter de maximiser tout à fait. pour rendre l'hypothèse impossible.
Attention, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis si on le passait sur le chauffage normal. Si vous voulez passer sur des pompes à chaleur avec des COP de 3 ou de 4, oui, mais c'est pas simplement en accrochant des climatiseurs. Donc dans ce cas-là, on est bien dans une solution qui demande une structuration de filières techniques qui soit capable de passer sur les pompes à chaleur qui sont des pompes à chaleur performantes. Et c'est pas oui, oui. Donc c'est une autre qui ne changera rien à la question de la pointe hivernale. Enfin, si, ça changera évidemment, parce que ça la divise par 3, mais ça reste quand même un sujet. Ce que je suis simplement en train de dire, c'est que vous disiez il faut des pompes à chaleur ou que vous disiez il faut des véhicules électriques, ça c'est la bonne discussion. C'est-à-dire que la bonne discussion, c'est de savoir où est-ce qu'on doit développer des utilisations de l'électricité ou pas. Ça n'est pas, oui, mais ça n'est pas de dire simplement le procès global qui est sur. Donc moi, ce que je regarderai dans la PPE, c'est où est-ce qu'elle dit on doit développer demain des usages électriques ou des usages pour les réseaux de chaleur, ou etc. Et quel est le contenu de ces transitions. La question des bonnes ou des fausses solutions, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui dans la compréhension qu'on peut en avoir, et en plus on peut avoir des compréhensions qui ne sont pas les mêmes, donc il y a une discussion, mais dans les compréhensions qu'on peut en avoir, est-ce qu'on est aujourd'hui en train de mettre l'accent au niveau des politiques publiques, au niveau de l'effort d'investissement qu'on va éventuellement aider quand on pense au CICE, etc., qui coûte extrêmement cher, est-ce qu'on est en train de mettre l'accent sur les transformations qui sont des transformations qui préparent la vision qu'on a à 30 ou 40 ans, ou simplement sur des transformations qui apparaissent comme des transformations marginales mais non transformatrices. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important. Dans la question bonne solution, fausse solution. C'est-à-dire que les solutions sur lesquelles on s'embarque aujourd'hui, est-ce que c'est des solutions qui finalement, quand on écrit l'histoire, vont poser des difficultés pour la transition, ou sont en train de la préparer réellement, ou sont réellement transformatrices de ce nouveau système énergétique qu'on attend? On parlait de bâtiments par exemple, c'est une question, c'est-à-dire que la question aujourd'hui du free riding, enfin de la façon dont sur le CICE on peut quand même faire des choses qui sont... d'ailleurs on ne les mesure pas vraiment puisqu'on ne sait pas quelle est la qualité des travaux qui est fait derrière, on n'a aucun moyen de le savoir, parce qu'il n'y a pas d'exigence, contrairement au système allemand par exemple, où il y a un maître d'ouvrage, donc au moins on sait quels sont les travaux qui sont financés avec de l'argent public. Nous on a ça sur des petits programmes comme Habiter mieux qui fonctionnent bien, mais on n'a pas ça sur l'ensemble. Si ça se trouve, on fait des travaux et on finance des travaux qui sont des travaux qui finalement, quand on a fait des travaux, on n'y revient pas tous les 6 mois, et quand on fait de la rénovation et qu'on fait un toit et qu'on le fait mal, le toit il est fait pour 50 ans. Donc il y a une question de pilotage de ces travaux de rénovation qui est important. Autant l'illusion, on va tout faire en BBC d'un seul coup, etc., est peut-être une question bien compliquée. Autant la question aujourd'hui, on le voit tous les jours, de continuer à être capable en France de faire des rénovations de toiture, etc., en faisant à peu près pas d'isolation ou un minimum d'isolation parce que les gens ne maîtrisent pas les techniques, etc., et de néanmoins avoir un crédit CICE sous prétexte qu'on a mis un tout petit peu d'isolant quelque part, ça typiquement, on n'est pas en train de préparer quelque chose, et on est en train, au contraire, de bloquer des potentiels de transformation. Alors les réseaux de chaleur sont extrêmement intéressants. Regardez ce qui s'est passé en Suède. Quand les réseaux de chaleur au début, c'est un mauvais pari de l'État suédois. Enfin, un mauvais pari. C'est un pari de l'État suédois au moment de la crise pétrolière de dire on va déplacer la consommation de fuel dans l'habitat. On peut en particulier jouer sur l'électricité. La Suède a beaucoup d'hydraulique. Elle fait à ce moment-là aussi le pari du développement nucléaire en parallèle à son hydraulique, mais elle a plus d'hydraulique que nous. Mais elle se dit l'électricité, ça ne va pas fonctionner. Pour un certain nombre de raisons, je ne vais pas pouvoir faire ça partout. Et elle fait un énorme effort d'investissement et de co-investissement avec les collectivités locales, justement, avec un soutien de l'État, sur des réseaux de chaleur. Et à l'époque, avec la vision des réseaux de chaleur au charbon. Parce que c'est avant Rio, etc. Donc une vision réseau de chaleur au charbon. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, ces réseaux de chaleur? Ça veut dire, ce que je disais tout à l'heure sur les vecteurs, qu'on a connecté un très grand nombre de foyers suédois, et on voit très très bien cette connexion se faire bien avant qu'il y ait une taxe carbone en Suède, parce que c'est une volonté de l'État structurelle, infrastructurelle de mettre ces réseaux de chaleur. Et du coup, on a derrière des opérateurs de réseaux de chaleur qui, eux, savent répondre, y compris à une incitation, à un moment donné fiscale, un prix du carbone que la Suède met très tôt, dès 1992. Mais quand on est gestionnaire de réseaux de chaleur, c'est une petite utility qu'on a au niveau de Göteborg, au niveau de chaque collectivité locale, qui s'est vite dit dans ce cadre-là, et c'est techniquement possible, et ça devenait économiquement valable à partir du moment où on avait une taxe carbone, je peux abandonner ma stratégie charbon et me tourner vers des stratégies qui sont récupération de chaleur industrielle, développement de la biomasse, etc. etc. Et aujourd'hui, les réseaux de chaleur en Suède sont massivement décarbonés. Ils ont permis une décarbonation du chauffage en Suède, où la demande est quand même extrêmement forte, mais grâce d'abord à ce changement de structure technique au niveau de la distribution. Si on demande à chacun
d'utiliser, comme le font les Suédois, de la biomasse et de la chaleur perdue, etc., au niveau de son appartement, vous voyez bien, vous pouvez mettre des taxes carbone, ça ne résout rien. Donc il y a bien une combinaison là, d'une vision anticipatrice de l'État, qui en l'occurrence était discutable, c'est encore le pari du charbon, mais qui s'est révélée payante finalement dans la nature de la transformation, choix d'un vecteur. Je ne pense pas, et si vous regardez les travaux qu'on fait à l'IDRI, on ne dit pas la réponse c'est de faire que du véhicule électrique sur l'ensemble du problème du transport. L'électrification des transports, ça n'est pas juste le véhicule électrique et les batteries. Et c'est pour ça que la question, par exemple, je dis quand on voit la stratégie des Allemands, la question de qu'est-ce que va être une stratégie sur, par exemple, le fret de marchandises. Alors d'abord, en Allemagne, le fret de marchandises en train, ça marche. Et les parts de marché sont croissantes, et ils ont passé les 30%, ils visent les 40%. Chez nous, on a passé allègrement les 7%, et ça continue à diminuer. Quand on se posait des questions, c'est-à-dire que manifestement, c'est pas un problème de technique. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un problème de technique, de dire le train, c'est un truc ancien. Néanmoins, les Allemands aujourd'hui, par exemple, expérimentent aussi l'électrification, genre ligne droite des autoroutes, enfin voie de droite des autoroutes, sur la question des camions. C'est de l'électrification sans batterie, cette affaire-là. La question de savoir si les camions ensuite sont capables, quand ils sortent de l'autoroute, de circuler éventuellement sur un range extender qui fonctionne au méthane ou quoi, est une autre question. Mais l'électrification ne va pas toujours avec la question des batteries. Ensuite, sur le véhicule électrique, oui, il y a un certain nombre de questionnements aujourd'hui sur cette filière-là. Tout dépend, là aussi encore, de la définition qu'on pourra donner de véhicule électrique. Est-ce qu'on est forcément dans une vision où un véhicule électrique, tous les véhicules électriques qu'on va vendre doivent faire 500 km d'autonomie pour rassurer tout le monde, ou 600 km pour rassurer tout le monde qu'on peut aller à Nice avec? Moi, je ne suis pas convaincu que ça soit ça la solution. D'abord, on parlait CAPEX et OPEX. Avoir en permanence une capacité, même s'il y a des progrès techniques sur les batteries, il faut engranger ces progrès techniques justement pour résoudre les questions à la fois économiques et les questions d'environnement. Mettre 3 fois moins de batteries dans un véhicule électrique, ça peut être un objectif, en se rendant compte que le reste, on en a besoin 10 fois par an. Et que le reste, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont des solutions de type range extender, etc., qui permettent d'apporter cette possibilité d'aller loin avec un véhicule, avec un fonctionnement, enfin, environnementalement en tout cas, avec des solutions. Et technologiquement, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur des solutions qui sont des moteurs linéaires, qui sont des moteurs extrêmement légers qui permettent de produire de l'électricité avec un coût qui est inférieur au moteur qu'on a aujourd'hui. Donc la question, c'est pas forcément le véhicule électrique doit remplacer le véhicule aujourd'hui tel qu'il est. Par ailleurs, on a des mutations importantes du secteur des transports. Donc, est-ce que les véhicules de demain, c'est essentiellement des SUV, c'est pour partie des deuxièmes véhicules qui sont des véhicules de petite circulation? Tout ça va avoir un impact sur, y compris la quantité de matériaux dont on a besoin. Si on imagine un avenir dans lequel tout le monde a un SUV d'une tonne et demie qui se meut à l'électricité et qui doit avoir la capacité de batterie pour faire 1200 km d'autonomie, on aura certainement des difficultés. C'est là où je disais tout à l'heure, je pense qu'on a besoin de travailler, y compris avec les gens dans l'automobile, etc. On a besoin de se construire aujourd'hui, plus qu'on ne l'a, une forme de convergence vers quelles sont les solutions techniques qui sont compatibles aussi avec les besoins de mobilité, la structuration des filières, etc. Il y a une vision qui connecte le véhicule électrique, la batterie à la maison, et au réseau. Donc il y a aussi cette vision qui est assez alléchante. Oui, en même temps, elle est quand même compliquée. C'est-à-dire que moi, si j'ai un véhicule électrique et que c'est ma seule voiture et que j'habite quelque part, j'ai pas envie qu'il soit déchargé à 3h du matin si je dois partir en urgence à l'hôpital. C'est pas forcément. Ah ben ça serait que il y a des départs que vous anticipez pas. Si mon véhicule a un range extender, je pars quand je veux. Si mon véhicule est seulement électrique et qu'on me l'a déchargé à 2h du matin pendant que je dormais, je peux pas partir. Ça se règle pas. Donc on peut faire du pilotage, mais ça veut dire que les marges de pilotage, elles sont quand même en partie réduites. Et la deuxième chose, c'est que si on veut faire ça, en effet, dans ce cas-là, on peut avoir des batteries plus importantes, mais ça veut dire qu'on promène ces batteries en permanence, ça veut dire qu'on demande aux particuliers de faire l'investissement d'un service en CAPEX, d'un service qui est ensuite un service de réseau. C'est une des solutions, mais il y en a d'autres. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ces véhicules n'auront pas un rôle à jouer, mais il y a quand même une forme de tension entre le moment où les gens les utilisent, le moment où la pointe est nécessaire, c'est quand même le soir, l'angoisse des gens pour le... Voilà. Donc la vision comme quoi ça pourrait être un stock parfait de stockage, etc., me semble relativement compliquée. Donc
Sur la question notamment que vous posez sur les bâtiments carbone, je pense qu'il y a deux dimensions dans la question. Il y en a une sur laquelle je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour vous dire l'impact de la directive BEPOS sur ce qu'on doit faire en France. Simplement, je pense qu'on va aujourd'hui sur des normes sur le bâtiment neuf qui nous approchent de bâtiments quand même qui sont des bâtiments qui consomment peu d'énergie et essentiellement de l'électricité sur ces bâtiments neufs pour ce qui va en rester quand même. Après, il y a une question qui est aussi comment on met en place un système entre guillemets un système normatif, et à une époque en France on avait été assez bon là-dessus, qui soit un système qui entraîne l'adhésion aussi de l'ensemble de la profession et de la construction, etc., et qui soit pas une usine à gaz. Mais ça, c'est un débat qui est un débat plus compliqué. C'est d'ailleurs comment faire en sorte qu'on ait là aussi, quelqu'un disait on a des projets ou des objectifs, mais on les tient pas. Comment faire en sorte qu'on mette en place une vraie capacité de produire ces bâtiments-là, et pas des normes qui sont compliquées et inapplicables. Mais c'est un horizon qui est aujourd'hui un horizon qui est là, qui est atteignable, de faire des bâtiments de ce type-là, je pense. Après, là, c'est vrai qu'on a une vraie question de stock. Là, on est vraiment en train de préparer le futur avec les bâtiments neufs, mais c'est 1% du rythme annuel de bâtiments. Et la question, c'est bien évidemment tout le stock qu'on a par ailleurs. Par contre, sur la question, est-ce qu'on peut faire des bâtiments isolément neutres en carbone ? Je crois qu'encore une fois, ça va dépendre de comment on définit neutre en carbone, parce que c'est un peu compliqué. Si on prend ça à un moment donné comme un guide à l'action dans une mairie, moi je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que si on le prend comme un guide en se disant je vais essayer d'obtenir de l'ensemble, depuis les concepteurs qui vont étudier les solutions de fonctionnement de ce bâtiment jusqu'aux filières d'approvisionnement pour savoir finalement qui fournit le béton, qui fournit les matériaux, est-ce que je mets plus de bois dans la construction, etc. Et j'essaye de trouver des solutions qui m'amènent vers cette conception de la neutralité. Je pense que c'est un bon guide à la pensée. Après, dans un bâtiment, il continuera de toute façon à y avoir des matériaux, et c'est pas la mairie de Paris toute seule qui va faire en sorte que le ciment est neutre, alors qu'on n'est toujours pas en train de séquestrer le carbone à la sortie de l'industrie cimentière. Et donc on va trouver forcément des solutions à un moment donné de dire oui, mon bâtiment n'est pas complètement neutre, mais je vais planter quelques arbres dans la forêt de Tronchet. C'est pas forcément très grave. Donc je pense que c'est intéressant si on en fait un guide un peu d'expérimentation et qu'on apprend de ces différentes expérimentations, pas si on en fait une espèce de norme qui pourrait être Je pense qu'il y a des choses. Moi, je suis assez d'accord avec ce que racontent Jean Jouzel et Larouturou par ailleurs. C'est-à-dire qu'en effet, on a un besoin d'investissement. Il présente un mécanisme de soutien à l'investissement dont il faudrait discuter au niveau européen qui permettrait de libérer, entre guillemets, des capacités d'investissement. C'est une question importante. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la prendre de façon isolée. C'est-à-dire que quand on a essayé de faire du quantitative easing dans le passé, et quand on a discuté notamment du grand plan de relance économique au niveau européen, on s'est retrouvé, et je pense qu'aujourd'hui on serait encore dans cette situation-là en partie en Europe, dans une incapacité finalement de faire de l'investissement dans ces filières-là, là où on veut et au rythme nécessaire. Ce que les Américains appellent le shovel ready. Quand d'un seul coup on veut faire de l'investissement, si on n'a pas les autres piliers de cette affaire-là, qui sont les capacités industrielles à produire, qui sont l'organisation des signaux économiques à l'investissement, etc., c'est pas la solution magique toute seule. Mais je pense en effet que c'est un des éléments de la solution. Ça fait longtemps que des gens comme Aglietta le disent et d'autres. On a évidemment un problème aujourd'hui sur l'orientation et le fait en gros de cibler des capacités d'investissement sur la question de la transition, qui redonne une valeur au long terme à la capacité d'investir. Leur solution, évidemment, fait partie de ça. Elle ne fonctionnera pas toute seule, voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre en face une capacité à produire. La capacité à produire, c'est à la fois des orientations qui vont dans ce sens-là au niveau des mesures, des choix qui sont faits, et la structuration d'une capacité à mettre les choses en œuvre, ce qui est relativement important, ce dont on discute ici. Les États-Unis baissent leurs émissions, c'est bien, mais on parlait de fausses solutions tout à l'heure. Bon, évidemment, ils baissent leurs émissions
ils partent de très haut. Et puis aux grandes dames quand même de ce que Trump essaye de faire, puisqu'il veut relancer le charbon, et évidemment s'il baisse leurs émissions, c'est parce que le charbon a des problèmes, et le charbon a des problèmes parce qu'il y a le gaz de schiste. Alors, lancer le charbon et le gaz de schiste ensemble, c'est compliqué, il y en a un qui concurrence l'autre. Et le gaz de schiste, si on prenait vraiment en compte ses émissions par ailleurs à la production, je ne suis pas sûr que ça serait très intéressant en termes de bilan global d'émissions. Mais typiquement aussi, ça veut dire que les États-Unis sont en train d'investir massivement aujourd'hui, enfin, du moins si cette transition-là se fait, investissent massivement dans un système neuf et fossile qui est en train d'écrire une histoire dans laquelle une transition des États-Unis à 30 ans ou 40 ans vers un futur décarboné est en train de devenir de plus en plus compliquée. Elle n'était déjà pas simple, elle n'est pas en train de se simplifier. Donc il y a pas mal de gens aux États-Unis qui disent la question c'est pas de savoir si nos émissions montent ou baissent, mais c'est de savoir quelle est la nature des investissements qui sont en train de se faire aujourd'hui dans le système électrique en particulier, et c'est pas forcément la bonne nature d'investissement. Heureusement des centrales à gaz ça dépend de retour et durée de vie un peu plus court que des centrales à charbon ou des centrales nucléaires, donc c'est un peu plus malléable, mais quand même. Donc c'est pas le bon critère de regarder. Après, nous, est-ce que notre PPE est efficace? Je pense que y a un peu une question à un moment donné aussi de savoir quelque part si on souhaite qu'elle soit efficace. C'est-à-dire si on attache une importance du point de vue de l'État, la PPE est quand même un décret. Et ce décret, normalement, il pilote un certain nombre de choses. Vous le savez, il pilote en particulier, par exemple, l'action que l'État peut faire en matière d'appel d'offres, en matière d'autorisation pour des nouvelles unités, qu'elles soient d'ailleurs dans le futur de nucléaire ou qu'elles soient renouvelables ou quoi. Ces décisions-là doivent s'appuyer sur la structure de PPE. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont donnés et qui normalement devraient se décliner dans des actions concrètes pour essayer d'atteindre ces objectifs. Donc ce n'est pas simplement des tableaux avec des figures, c'est normalement un décret qui est un guide d'action et sur lesquels s'appuient des outils que l'État met ou ne met pas d'ailleurs totalement en œuvre dans chacune des filières pour essayer d'atteindre ces objectifs. Donc ça c'est important, c'est pour ça aussi que je dis sur la question demande, parce que l'innovation de la PPE c'était justement, on venait de la PPI qui était uniquement sur des structures d'investissement essentiellement d'électricité, c'est important que sur les structures de demande aussi on ait cette même rigueur et rigueur de mise en œuvre, et c'est bien pour ça qu'il faut avoir une évaluation a posteriori de ce qu'on fait, de la nature des mesures, de leur efficacité, et pas simplement de reporter des tableaux, c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse. Dans les scénarios que je connais jusque-là qui explorent la question future de l'énergie en France, et quel que soit un peu, enfin pour les différents scénarios que je connais, y compris des scénarios de type négawatt, mais les scénarios que vous faites, etc., je pense que c'est une question qui aujourd'hui est prise en compte. C'est-à-dire qu'il y a une vision sur le développement de besoins de climatisation. Après, vous savez aussi que ça dépend de plusieurs choses. Sur les stratégies d'isolation du bâtiment, on peut avoir des stratégies d'isolation du bâtiment qui améliorent le comportement des bâtiments par rapport au confort d'été, donc qui réduisent le besoin de climatisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que ça le réduit, c'est comme sur le chauffage. Et il y a des stratégies d'isolation qui dégradent le comportement du bâtiment par rapport à ces stratégies-là. Donc encore une fois, c'est bien pour ça que nous on plaide sur le fait qu'une stratégie de rénovation, elle devrait s'accompagner, comme ça a été le cas dans les programmes allemands, comme c'est le cas dans les programmes Habiter mieux, d'une intervention et d'une réflexion au niveau de chaque bâtiment, avec un maître d'ouvrage et avec un projet technique de qu'est-ce que c'est qu'une rénovation, quitte à ce qu'on ne fasse pas tout d'un coup, mais qu'on ait une vision de ce qu'on peut faire sur un bâtiment. Sinon, en effet, on peut totalement dégrader le confort d'été pour améliorer le confort d'hiver, mais on peut aussi faire le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de climatisation, mais ça veut dire simplement, et quand on regarde les besoins énergétiques de la climatisation, alors c'est vrai qu'ils tombent au bon moment, c'est-à-dire qu'ils tombent au moment où les capacités solaires ou nucléaires d'ailleurs sont plutôt disponibles, donc en fait c'est sur du marginal disponible. Donc c'est moins compliqué, ça change moins les questions de dimensionnement, ça change la rentabilité des moyens de production qu'on met, mais par rapport aux moyens qu'on est en train de développer, ça change moins leur stratégie d'investissement. Et par ailleurs, les besoins quand même de consommation, sauf dans les trucs extrêmement mal fichus. Moi je me rappelle quand même de bâtiments qui sont d'ailleurs des bâtiments d'EDF dans le Nord-Pas-de-Calais, mais qui avaient été conçus à une époque où on concevait les choses différemment, mais pas si loin que ça, il y a 20 ans, qu'il faut climatiser en hiver. Et donc c'est vrai qu'on a des architectes aussi qui pendant très longtemps ne se sont pas posé la question de savoir comment on conçoit un bâtiment dans un climat tempéré en essayant de minimiser les besoins d'énergie active. Alors qu'il fallait chauffer sur une face, mais qu'il fallait climatiser sur l'autre face en plein hiver. Donc je vous suis totalement sur le fait qu'il faut prendre cette question en compte, et notamment dans les stratégies de rénovation, c'est extrêmement important. Après, les quantités d'énergie de la climatisation ne sont pas celles du chauffage.
Si vous avez fait une tragique erreur, vous avez bien réussi. C'est-à-dire que une des questions, et ce qui explique aussi ma réponse, c'est que il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, dans l'essentiel des pays que tu cites, ils n'aiment pas ça. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans une discussion pourquoi on peut l'aimer. Mais je suis désolé, en Chine, la part du nucléaire dans la production d'électricité, non, elle ne monte pas. La production de nucléaire monte, mais la part du nucléaire, elle ne monte pas. Et alors, ça, c'est une deuxième chose quand même. Il faut voir, il y a une question dans des pays qui sont des pays en croissance rapide, de quelles sont les solutions que ces pays arrivent à mettre en œuvre au rythme de la croissance de leur production d'électricité. C'est vrai que le charbon, jusque-là, c'était très très bien. C'est un des avantages quand même de certains renouvelables, c'est qu'ils arrivent à le faire. Ils arrivent à faire de la croissance rapide sur les renouvelables. Et ça fait partie du cahier des charges. Je veux dire, ils ont besoin d'investissements qui soient... La Chine, typiquement, sur le nucléaire, elle n'essaie pas d'en faire ou de ne pas en faire. Elle en fait. Elle en fait beaucoup, mais ça, pour l'instant, ça ne prend pas une valeur dominante. Donc manifestement, il y a un certain nombre de questions que vous avez posées il y a quelques années en arrière. Toutes ne sont pas résolues du point de vue de l'ensemble des acteurs qui discutent de cette filière. Toujours est-il que c'est pas nous ici qui allons décider ce que doit faire l'Allemagne, etc. Il faut aussi se confronter à quels sont les choix que les gens font. Mais je pense que la communauté aujourd'hui qui travaille sur la question énergétique, de plus en plus se pose cette question de l'hybridation, d'une façon générale. C'est-à-dire que quand on regarde, et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau depuis une petite dizaine d'années, la question de l'hybridation en amont, on en a parlé, c'est-à-dire l'hybridation puisqu'on a ce système qui va vers des systèmes vers des solutions de vecteurs, mais aussi la question de l'hybridation au niveau des usages. Et c'est pour ça que le débat, est-ce que les voitures sont toutes électriques, est-ce que les voitures sont, etc. Moi, je pense que ce débat-là, il est en train d'évoluer un tout petit peu sur... alors, il y a très longtemps, on avait inventé des systèmes de chauffage qui étaient avec le JP, là, qui était censé être hybride entre les vieilles chaudières fuel et le futur. Mais je veux dire, on a aujourd'hui à la fois des solutions techniques et un intérêt, en effet, à aller vers des solutions qui sont des solutions d'hybridation. C'est vrai à la production et c'est vrai à la consommation. Et ça, je pense que c'est de plus en... Enfin, moi j'ai le sentiment que c'est de plus en plus pris en compte, en tout cas, dans la façon dont les gens réfléchissent au système énergétique de demain. Il y a une chose de très importante, à mon avis, et de très nouvelle, notamment dans l'histoire de la neutralité carbone et des puits de carbone, c'est le monde vivant. Le GIEC, ce sont des physiciens, des météorologues, etc. Et donc, ils s'appuient sur la physique. Or, une grande partie du climat, c'est le monde vivant. Ce sont les animaux, les plantes plutôt, les bactéries. Le climat est largement déterminé par le monde vivant. Et ce qui manque dans le GIEC, c'est... oui, exactement. Comment le monde vivant réagit, va répondre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, etc. Ça nous manque un tout petit peu, ça. Et l'arrivée de la forêt, des émissions de l'agriculture, l'arrivée de la nécessité de capturer le carbone d'une manière ou d'une autre et de le garder prisonnier, ça nous amène à réfléchir aussi sur l'apport du monde vivant dans nos réflexions. Alors c'est à la fois très compliqué et très enrichissant. Donc merci beaucoup.